En ce moment, au Burkina, 86 000 adultes vivent avec le VIH-Sida. On note donc une baisse du nombre de décès dus à la maladie, mais la sensibilisation sous diverses formes reste importante pour l'ONG Santé Sud, par exemple, qui tient une campagne de sensibilisation et de dépistage à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, donc aujourd'hui 1er décembre. Et puis un autre mal de la société, la corruption, est combattue à travers la 15e édition des Journées nationales de refus de la corruption. L'accent est mis cette fois sur la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, 1er décembre donc, journée mondiale de lutte contre le sida. L'édition 2020 interpelle sur la solidarité mondiale et la responsabilité partagée. Au Burkina, cette maladie connaît une baisse du taux de prévalence estimé désormais à 0,8% en 2016 contre 7% dans les années 80. Ce sont des données donc de l'ONU-SIDA. Et quelles sont en ce moment les régions où le taux de prévalence reste encore élevé? Réponse dans cet élément signé Maxime Jodbambara. Au Burkina Faso, la journée mondiale de lutte contre le sida est commémorée sous le signe de la sensibilisation au dépistage systématique à la naissance pour une amélioration de la santé de la famille en général et une meilleure prise en charge de la santé mère-enfant. Alors que le nombre de personnes vivant avec le VIH-Sida était estimé entre 200 000 et 300 000 dans les années 80 et 90, ces chiffres ont considérablement baissé grâce aux différentes luttes de sensibilisation menées par les structures étatiques, les ONG et organisations de la société civile intervenant dans le domaine. Selon les dernières statistiques de ONU-SIDA, le taux de prévalence est passé de 0,9% à 0,8% entre 2014 et 2016. Du côté de la société burkinabé de pédiatrie Sobiped, qui a lancé une campagne de dépistage du VIH-Sida pour les 1er et 2 décembre 2020 dans 10 structures sanitaires du Burkina Faso. L'on parle de 86 000 adultes qui vivent avec le VIH, dont 34 000 hommes et 53 000 femmes. La lutte contre la pandémie du VIH-Sida a certes connu beaucoup de succès ces dernières années, mais des défis demeurent. Cette pandémie, encore appelée maladie du siècle, représente toujours une menace pour le Burkina Faso. Les régions telles que le centre, les hauts bassins, le sud-ouest, le nord et le centre-ouest ont une prévalence au-dessus de la moyenne nationale qui est de 0,8%, se classant ainsi au-delà de la zone rouge définie à 2%. À ces régions qui ont franchi la zone rouge s'ajoute le centre-ouest avec 2,3% et le sud-ouest avec 2,2%. À la 16e session ordinaire du Comité national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, tenue en juillet 2017, les conclusions révélaient que le taux de prévalence au niveau des travailleuses du sexe est de 16%. Du côté des homosexuels, il est estimé à 3,6%. Selon le rapport ONU-SIDA 2019, le nombre d'enfants infectés par le VIH est estimé à 9 100 enfants, alors que seulement 3 034 connaissent leur statut et sont inscrits dans la file active nationale pour leur prise en charge. La transmission de la maladie mère-enfant reste le principal défi à relever au Burkina Faso. Solidarité mondiale et responsabilité partagée, c'est sous ce thème qu'est commémoré à travers le monde l'édition 2020 de la Journée mondiale du sida. Cette commémoration intervient au moment où la pandémie du coronavirus, qui dicte sa loi, a presque mis aux oubliettes le VIH-Sida. Au-delà de la préoccupation mondiale, nationale et collective, la bataille contre le VIH-Sida, après plus de 30 ans de lutte, se veut un engagement individuel, d'où l'interpellation à travers le thème à la responsabilité partagée. Les chiffres concernant donc le VIH-Sida sont de moins en moins alarmants au Burkina, selon plusieurs structures qui travaillent sur les cas d'infection, mais les acteurs impliqués dans la question restent sur leur garde. L'Association pour le bien-être familial fait l'état des lieux de la maladie, du taux de fréquentation des jeunes dans les centres d'écoute. Détail dans ce reportage signé Serge Pado.
Le sida est toujours d'actualité au Burkina Faso selon l'Association pour le bien-être familial. De nouvelles infections et des décès sont enregistrés. Une situation préoccupante pour l'ABBF qui constate une croissance du nombre d'infectés. Le nombre de décès a considérablement baissé par rapport à une certaine époque. Par exemple, dans les années 2010, actuellement, il y a moins de décès, mais il y a toujours de la contamination. Nous avons au moins 95 000 personnes qui sont séropositives au Burkina Faso. Il y a des gens qui sont sous traitement, il y a des gens qui aspirent au traitement, mais qui pour le moment vivent avec la maladie, le virus, mais sans traitement. Le nombre de personnes qui s'infectent continue de croître. Vous avez plus de 4 000 personnes qui s'infectent de nouvelles infections, par exemple, chaque année. Le centre d'écoute pour jeunes de l'Association pour le bien-être familial est fréquenté selon Roseline Sommet, des jeunes qui viennent pour diverses préoccupations. La fréquentation des jeunes au niveau du centre d'écoute pour jeunes de ABBF est assez bonne, puisque chaque jour les jeunes qui viennent, ils y viennent pour diverses raisons. Il y en a qui viennent pour des consultations gynéco, il y en a qui viennent pour le planning familial, il y en a aussi qui viennent pour avoir des informations sur le VIH-Sida. Il y en a même qui demandent à faire le test de dépistage du VIH-Sida. En termes de chiffres, je peux dire que d'année en année, on a un peu plus de jeunes qui acceptent faire le dépistage. Et une fois qu'ils ont fait le dépistage, évidemment, ils acceptent suivre tous les conseils qui sont liés à leur nouveau statut s'ils sont par exemple séropositifs, à savoir se soumettre à une prise en charge et utiliser les préservatifs et continuer de s'informer sur la maladie. On rappelle, le thème de cette année est solidarité mondiale et responsabilité partagée, un thème interpellateur selon l'Association pour le bien-être familial qui appelle à la solidarité autour de la maladie afin de la bouter hors de nos frontières. Dans le cadre toujours de la commémoration de la Journée internationale de la lutte contre le VIH-Sida aujourd'hui, l'ONG Santé Sud organise une campagne de sensibilisation et de dépistage contre la maladie, ainsi que l'hépatite B et le cancer du col de l'utérus. Les séances débutées hier pour 3 jours sont ouvertes aux étudiants de l'Université Joseph Kizerbo. L'occasion donc leur est donnée de prendre de l'avance en découvrant leur statut sérologique. Reportage Abdelhamini. Ce 1er décembre, journée internationale de lutte contre le VIH-Sida, les étudiants de l'université Joseph Kizerbo sont sortis nombreux pour se faire dépister. En plus du test du VIH, ceux de l'hépatite et du cancer du col de l'utérus sont également offerts gratuitement à ces étudiants. Une occasion donc pour eux de connaître leur état de santé afin de prendre leurs précautions. J'ai décidé de venir faire le test pour reconnaître si c'est l'hépatite ou pas. C'est juste ça. J'avais déjà fait pour le VIH. À tout moment, quand il y a des opportunités, parce que le test il est tout d'abord gratuit, donc je pense que c'est l'occasion pour tout un chacun de le faire parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Bon, toi tu peux avoir confiance, mais tu ne sais jamais où tu peux contacter la maladie. Voilà, les gens aux alentours de toi peuvent avoir la maladie et ils peuvent te le donner. Donc c'est quand même prudent de pouvoir faire le test. Cette initiative est de l'ONG Santé Sud en collaboration avec le Centre national des œuvres universitaires CENU. En plus du dépistage gratuit, c'est un cadre d'échange qui est offert aux étudiants afin de mieux s'informer sur les maladies sexuellement transmissibles. Nous voulons amener les étudiants à avoir à l'esprit qu'il faut toujours aller à l'information et essayer de connaître son statut et à partir de la connaissance de son statut, adopter des comportements responsables pour rester, garder le statut et ou bien améliorer la situation. Pour ceux qui seront dépistés positifs, nous les orientons vers le système national de santé
pour qu'on puisse les intégrer dans la file et puis les suivre. Donc, ce sont ces mesures d'accompagnement pour le moment que nous avons vues. Mais nous comptons analyser les données de cette activité-là et après cela, tirer des conclusions et identifier les besoins en lien avec l'activité, en lien aussi avec les besoins des étudiants sur la santé sexuelle et reproductive au niveau de l'université et voir comment est-ce que nous pouvons les accompagner à atteindre les objectifs ou bien à lever les insuffisances à ce niveau. L'ONG Santé Sud existe au Burkina Faso depuis 2015 et intervient dans le bien-être social, sanitaire et dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive. Pour cette campagne, elle intervient à l'université Joseph Kizerbo et à la cité universitaire de Kosodo. Pour les éditions prochaines, elle compte étendre ses actions à travers tout le pays. Et à la lutte contre cet autre mal, la corruption, il est spécialement consacré 10 jours d'action forte. Depuis ce matin jusqu'au 10 décembre prochain ont lieu les Journées nationales de refus de la corruption. Il s'agit de la 15e édition que le Réseau national de lutte anticorruption RENLAC organise. L'accent est mis sur la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina. Ce donc à travers, entre autres, un forum, des débats et une conférence publique. Michael Toukri. Pour cette 15e édition des Journées nationales de refus de la corruption, le Réseau national de lutte anticorruption RENLAC pose la réflexion sur la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina Faso. Un thème justifié selon le réseau au regard du caractère stratégique de l'industrie minière pour l'économie burkinabé. C'est un secteur ces dernières années éclaboussé par des scandales de supposée corruption. Le dernier scandale en date, celui du charbon fin, dont le dossier est toujours sur la table de la justice. Les données dont le pays dispose sur le secteur proviennent généralement des déclarations faites par les mêmes sociétés minières. Pourtant, ce secteur constitue actuellement la principale source de revenus pour le pays, puisque sa contribution dans les exportations était de 71% en 2017. Et selon la Direction générale de l'économie et de la planification, la part contributive du secteur au produit intérieur brut PIB était de 10,43% en 2019. Toutefois, son poids dans l'emploi total représentait 0,31%. La 15e édition des Journées nationales de refus de la corruption se tient cette année sur le plan politique par la réélection du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et selon le rapport parlementaire 2016 sur le secteur minier, le manque à gagner pour le budget de l'État était estimé à plus de 551 milliards de francs CFA. À travers les présidents du JNRC, il nous paraît donc indispensable d'inscrire au cœur du débat public la responsabilité des différents acteurs dans la recherche de solutions idoines pour une gestion efficiente et transparente des ressources minières au profit du peuple burkinabé. Ces différentes activités visent à jeter la lumière sur les mauvaises pratiques qui existent dans le secteur minier. Il s'agit aussi pour le RENLAC d'amener les autorités politiques centrales et locales à rendre compte de leur gestion des ressources minières, un patrimoine national épuisable. Cette édition 2020 des Journées nationales de refus de la corruption se tiendra du 1er au 10 décembre à Ouagadougou, ainsi que dans 5 villes minières qui abritent les comités régionaux anti-corruption, à savoir les Hauts-Bassins, le centre-ouest, le nord, le sud-ouest et la région de l'Est. Dans la suite de ce journal, un fait qui s'apparente à une tentative d'intimidation à l'endroit du secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture cinétique, Sidiki Dramé donc. Un message manifestement menaçant a été noté sur son portail, dont la nuit du 27 au 28 novembre dernier. Auteur du message inconnu, l'association des journalistes du Burkina, AJB, et le Cinétique disent avoir saisi la gendarmerie et la police, mais disent également donc condamner l'acte en question qu'ils qualifient de méthode d'encagoulé, lâche et traître. Dans un communiqué officiel, nous écoutons à présent Gizouma Sanogo, président de l'AJB, au micro de Serge Bado. C'est quelqu'un qui, depuis 2015, est à la tête de ce syndicat et qui a réussi à mobiliser les travailleurs des médias publics pour réclamer
l'application des lois qui ont été adoptées pour la transformation qualitative des médias publics en 2015. Et cette lutte, vous le savez certainement, déjà a abouti ou bien du moins à dégénérer en répression féroce de la part du gouvernement, matérialisée par des affectations massives, disons, par des expulsions massives des médias publics, des travailleurs qui se retrouvent au niveau de la direction des ressources humaines et bien d'autres directions où ils n'ont rien à faire. Ensuite, une cabale montée contre des camarades qui se sont retrouvés en audition à la gendarmerie. C'est pour vous dire le contexte dans lequel, en tout cas, survient donc ces menaces contre la vie du secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture. Nous avons pris l'opinion nationale à témoin de ce qui, en tout cas, la vie du secrétaire général de Synatic est menacée. Et je pense que vous avez suivi ce que lui-même il a eu à entreprendre, notamment la plainte au niveau de la gendarmerie, au niveau de la police. Mais je pense que nous sommes dans des regroupements et nous envisageons, dans le cadre de ces regroupements, d'aller plus loin. Voilà, en interpellant directement les autorités en charge de la sécurité et en entreprenant toutes les diligences qui peuvent être prises pour que quand même ces individus, ou du moins l'individu mal intentionné, ou en tout cas lui et ses commanditaires, arrêtent de mettre la pression ou d'importuner des citoyens qui ne font que leur devoir. Hier à Ouagadougou, la Direction générale des ressources halieutiques tenait une rencontre. Elle était le cadre pour enrichir et valider le document provisoire de référentiel technico-économique RTE de production de semences piscicoles améliorées. Le document en question constitue pour les acteurs du secteur une vulgarisation de techniques et de technologies de production. Sanata Serré. C'est un cadre de concertation qui a pour finalité la mutualisation des expériences en vue de garantir des niveaux de qualification équivalents entre les stagiaires au sein des écoles et centres de formation professionnelle. Et à ce forum, la réflexion est portée sur l'universitarisation des offres de formation. En ce qui concerne l'universitarisation des offres de formation, il s'agit là d'un engagement politique de haut niveau qui veut améliorer les offres de formation dans les écoles et centres de formation professionnelle et en même temps s'assurer que les stagiaires formés dans les écoles et centres de formation professionnelle auront une passerelle pour faire valoir ces diplômes à l'université et qu'en même temps les universitaires, c'est-à-dire les enseignants à l'université, auront la possibilité de venir enseigner dans les écoles et centres de formation. Tout cela dans le cadre de pouvoir relever le niveau de la formation et accroître la compétence des agents qui seront formés dans les écoles. Cette volonté du gouvernement d'accorder un intérêt à la valorisation du capital humain est traduite dans la déclaration de politique générale du 5 février 2016. À cette rencontre, des dispositions seront prises dans le cadre de l'élaboration des statuts particuliers en application du statut général de la fonction publique. Avec l'adoption de la loi 081 portant statut général de la fonction publique, ces statuts particuliers, disons ces textes d'organisation des emplois spécifiques et les textes d'organisation des emplois interministériels devront être suppléés par des statuts particuliers. Alors que c'est dans les textes d'organisation des statuts des textes d'organisation des emplois spécifiques qu'on prévoyait les conditions de recrutement des agents de la fonction publique, les conditions de classification catégorielle, que nous avions changé par un décret en 2015 pour regrouper les conditions de recrutement. Ces conditions devront être reventilées dans les statuts particuliers. C'est là qu'il est important que tous les acteurs soient briefés sur cette condition afin de pouvoir prendre les dispositions pour que les préoccupations soient prises en compte dans les statuts particuliers. Deuxième du genre, le Forum des écoles et des centres de formation professionnelle de l'État se fixe pour objectif de définir un cadre pour une administration moderne et efficace, animée par des agents bien formés, capables de rendre un service de qualité aux usagers, mais aussi aux citoyens et répondre aux attentes du processus de décentralisation. Vous l'aurez compris, il s'agit donc de reportage sur le Forum des écoles et centres de formation professionnelle de l'État.
À présent, donc, dans la suite de ce journal, au cours donc de la même journée, d'hier lundi, le Bureau de restructuration et de mise à niveau BRMN tenait une rencontre de capacitation de ses consultants sur la méthodologie de diagnostic, une démarche soutenue par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. On en parle avec Mamet Kanakamabo. Prennent part à cet atelier de formation les consultants et membres des équipes techniques du Bureau de restructuration et de mise à niveau. 48 heures durant, ils vont être outillés en méthodologie de diagnostic. Ce cadre d'échange et de partage vise aussi à renforcer les capacités opérationnelles de l'ensemble des acteurs impliqués dans le traitement des dossiers des entreprises. Parce qu'au Sénégal, nous avons introduit ce principe de la mise à niveau groupé depuis 2015. Donc nous avons capitalisé un certain nombre d'années d'expérience que nous sommes en train de partager avec les autres pays dans le cadre quand même des activités des différents bureaux de restructuration et de mise à niveau. Parce que dans le principe de la mise à niveau, il y a le faire. Souvent, ce ne sont pas les experts eux-mêmes de la mise à niveau qui réalisent les diagnostics, mais ces diagnostics sont réalisés par les consultants et bureaux d'études. Il faudrait que ces consultants et ces bureaux d'études soient outillés pour faire les bons diagnostics. Et donc, ce sont ceux-là qu'on va essayer de transmettre des outils, qu'on va essayer de transmettre une méthodologie, c'est-à-dire une démarche pour leur permettre de réussir les diagnostics. Parce que c'est à partir de ces diagnostics que le plan de mise à niveau, c'est-à-dire les investissements à réaliser, vont être structurés et aussi définis. Cet atelier de formation bénéficie du soutien de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA. Il faut savoir que la commission de l'UEMOA appuie en fait l'ensemble des bureaux de restructuration et de mise à niveau des États membres depuis plusieurs années déjà. Donc nous avions dans le cadre du programme de restructuration et de mise à niveau qui s'est développé de 2003 à 2017, appuyé donc la mise en place de ces bureaux au niveau de chaque État membre, puisque bien évidemment nous visons la relance de la production industrielle, nous visons à appuyer nos entreprises en difficulté. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons versé une subvention à l'ensemble des pays de l'UEMOA. Et dans le cadre de cette subvention-là, qui est adossée à une matrice d'action, il y a donc la tenue de ces ateliers de formation comme celui que nous tenons aujourd'hui là. Donc il s'agit de former des consultants nationaux sur la méthodologie donc, de mise à niveau groupée et de mise à niveau spécifique. Créé en 2007 dans l'espace UEMOA, le programme de restructuration et de mise à niveau a été lancé au Burkina Faso en 2009. Il a pour objectif de relancer la production des entreprises industrielles et de services. Il vise également à promouvoir l'investissement, la création d'emplois et l'amélioration de la compétitivité globale de l'économie burkinabé. Et puis le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, CIFOWEB ENAM, organisait aujourd'hui un atelier d'échange à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Donc, les méthodes de contrôle citoyen de la transparence budgétaire dont les collectivités territoriales ont été détaillées au profit des participants. On en parle avec Rakita Bilgo et Samira Ouetrago. Ils sont près d'une trentaine de participants à prendre part à cet atelier d'échange organisé par le club CIFOWEB ENAM. Cet atelier entre dans le cadre des missions que s'est fixé ce club, à savoir réunir sur un même plateau toutes les personnes qui s'intéressent à la thématique de finances publiques. Ce cadre d'échange va permettre aux participants d'être bien outillés sur les méthodes de contrôle citoyen pour une transparence budgétaire dans les collectivités territoriales. L'objectif global donc recherché à travers cet atelier d'échange, c'est d'outiller les énarques, les participants donc sur les méthodes et techniques de gestion de la transparence budgétaire. En tant qu'agent public de l'État, nous sommes appelés donc à gérer les deniers publics. Et donc pour la rigueur dans cette gestion, il va falloir que nous-mêmes nous soyons outillés, premièrement, et deuxièmement, voir maintenant si on peut être des contrôleurs de la gestion dans la transparence de la gestion des deniers publics.
C'est une thématique d'importance capitale selon le formateur et inspecteur du Trésor. Cette formation se fera en 2 étapes. Après l'étape de la théorie, celle de la pratique permettra aux étudiants de définir le rôle et la place de l'ENARC dans le contrôle de la transparence budgétaire. J'ai été sollicité pour animer cet atelier qui est d'importance capitale pour les citoyens d'abord, ensuite pour l'ENARC par rapport au contrôle citoyen de l'action publique en général. Maintenant, ils ont voulu faire une spécificité sur la transparence budgétaire. Voilà, donc, nous allons voir d'abord les outils nécessaires pour l'exercice même du contrôle citoyen. Et ensuite, les mécanismes qui doivent être mis en œuvre pour qu'un contrôle citoyen aboutisse aux objectifs attendus, qui est le changement positif au niveau des collectivités. Cet atelier s'étendra sur 2 jours autour du thème « Les outils et techniques de contrôle citoyen de la transparence budgétaire dans les collectivités territoriales ». Rappelons que le club ENAM du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget a été créé en mai 2019. Il se veut un cadre de promotion de la gouvernance financière. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent mois de décembre pour clôturer l'année 2020. Bonsoir.